création de pub. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans la nouvelle version du 21h Adolf Hitler, le premier grand rendez-vous d'aventure de la nuit. Bip bip, olé. Très heureux de vous accueillir, bienvenue sur Adolf TV, le meilleur de la chose télévisuelle disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur et prochainement à la télévision. Dans un instant, votre 6e numéro du 21h minuit va démarrer. Quel est votre programme dans Adolf Hitler? Disponible du mardi jusqu'au samedi, à chaque période de vacances, bien évidemment entre 21h et minuit. Voici votre programme du 6e numéro. À 21h, vous allez retrouver notre rendez-vous Game Night pour une soirée grand jour nocturne. Ce soir, nouvelle destination, nouvelle aventure. Vous allez découvrir un nouveau site, 7 en région Bourgogne-Franche-Comté, dans le département du Doubs, au nord de Bezac, Besançon et au sud de notre destination de la semaine dernière, Belfort. 21h30, votre rendez-vous géographie consacré à l'Europe et à l'Union européenne. Je vous propose à nouveau des petites activités hyper sympas. 22h, votre rendez-vous événementiel en route pour une nouvelle soirée en Palissy, direction les parcs et terrains de la cité byzantine. 22h30, votre rendez-vous aventurier consacré à l'histoire d'un grand aventurier. Après Marco Polo, nous continuons notre histoire avec Christophe Colomb. 23h, votre rendez-vous mobilité. Emmène-moi là où je vis. C'est le 23h Mobigo qui vous emmène à la découverte d'une ville ou d'un village à bord de son réseau de transport en commun. Et enfin, 23h30, bonsoir les amis, toute la journée passée avec toutes vos émissions de la journée, un petit résumé et vous quelques images de nos créations du jour. Vous connaissez notre programme par cœur, les réseaux sociaux, vous les connaissez aussi très bien, qui vont s'afficher uniquement à la fin de cette émission, mais laissez-moi vous annoncer notre titre du jour, le voici qui s'affiche à l'écran. La dévotion veut dire l'amour et la vénération de Dieu. L'humanité demande l'amour et les bonnes actions envers, et oui, envers nous, les hommes, et c'est signé un grand scientifique, on en a parlé dans le 17h30 scientifique, il s'agit d'Isaac Newton. Vous connaissez notre programme par cœur, ainsi que notre titre du jour et les réseaux sociaux, alors il ne reste plus qu'à vous installer confortablement sur une chaise, ou bien dans votre canapé, dans votre fauteuil, ou même dans votre lit, et de pouvoir profiter bien chaleureusement de notre programme qui va durer 3 heures et demie, car nous sommes ensemble pendant 3 heures de 21h jusqu'à minuit. Écoutez bien, c'est parti, en
programme avec votre rendez-vous du Big Game. C'est parti pour une nouvelle destination dans ce Big Game. Accrochez-vous bien, je vous emmène à la découverte d'un magnifique endroit. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Bien évidemment, c'est parti. Soyez les bienvenus, il est 21h. Comme par hasard, je vous ai retrouvé. Comment allez-vous les amis? On va se mettre par là parce que sinon je vais me faire shooter par les transports en commun. Et oui, parce que nous sommes sur l'Acropole cette fois-ci. L'Acropole qui est un endroit stratégique pour les habitants de la ville. Et comme vous voyez derrière moi, actuellement il y a les bus qui tournent, les bus de la société Evolite, ex-CTPM. C'est avec bonheur et avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro du Grand Jeu saison 3. Alors ce soir, je vous propose de partir à la découverte d'une magnifique ville. Mais où est-ce que je suis? Après avoir visité Strasbourg, Dijon, Bezac, Magnanville, Mantes-la-Jolie, mais encore bien d'autres villes comme Montbéliard ou encore Belfort, je vous propose de partir à la découverte d'une nouvelle cité. Je vous propose un petit tour de la place de l'Acropole et on se retrouve dans un instant. Alors, est-ce que vous avez trouvé enfin cette destination? Peut-être que oui, peut-être que non. La réponse dans un instant. Deux génériques qui vont arriver. Premièrement, le générique du Grand Jeu. Et puis, un autre générique. Il va y avoir celui du 21h30 minuit. Oui, car on est ensemble de 21h30 jusqu'à minuit, c'est-à-dire pendant 2h30. Et vous êtes les bienvenus. Cool. 3 hélicoptères, 2 candidats et des paysages somptueux. La carte au trésor survole la France. Chaque semaine, 2 concurrents s'affrontent dans les airs et au sol pour empocher le trésor. 3, 2, 1, top! C'est parti! Des défis physiques, des challenges intellectuels, de la jugeote, de l'intuition, Est-ce que vous connaissez cet objet? du cran et de l'endurance. C'est le programme de la carte. 3 indices à trouver pour espérer gagner la rose des vents, symbole de victoire. Est-ce que vous pourriez me ramener jusqu'à mon hélicoptère, s'il vous plaît? Et au bout de l'effort, l'ultime prouesse qui mène au trésor. Mystère de l'histoire, surprise du patrimoine, rencontres hautes en couleurs. Les villes et les campagnes se mobilisent pour aider les 2 concurrents. Cette semaine, voyage en Franche-Comté à la découverte de la terre natale de Georges Cuvier. Une aventure exceptionnelle au pays des vaches, mais aussi de la saucisse, et même encore au pays de l'automobile, et un voyage à remonter le temps. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau numéro du Grand Jeu saison 3. On se est reparti ensemble pour de nouvelles aventures à la découverte des plus beaux paysages, patrimoine et des plus belles richesses de nos villes et villages situés en France métropolitaine, mais aussi et surtout en Europe. Après avoir découvert Strasbourg, Dijon, Bezac, Besançon, Magnanville, à côté de Mantes-la-Jolie, et bien d'autres destinations, Belfort notamment, et bien regardez où est-ce que je suis pour ce nouvel épisode. On va faire un petit tour de la place et on se retrouve dans un instant.
C'est magnifique, c'est bien beau. Et bien écoutez, nos candidats vont participer à une grande aventure. Ils vont devoir retrouver un trésor qui est caché quelque part dans la ville où je suis. Et pour s'aider, il va falloir résoudre des énigmes. Et je vais leur proposer 3 énigmes qu'ils vont pouvoir résoudre et remporter 3 indices indispensables pour retrouver le coffre au trésor et surtout la clé qui ouvre le coffre, la rose des vents. À quelle sauce vais-je manger nos candidats, ou plutôt à quel plat aujourd'hui? Est-ce que ça va être une bonne saucisse? Est-ce que ça va être un bon conquis, une bonne campoyotte? Et oui, nous sommes toujours en région Bourgogne-Franche-Comté et nous sommes toujours dans le département du Doubs, mais cette fois-ci nous sommes dans le PMA, le pays de Montbéliard, agglomération. Et c'est ici qu'on va jouer. Et quand je pense à la saucisse, ça me fait forcément penser à la saucisse de Montbéliard. Alors est-ce que vous avez trouvé la réponse dans un instant, juste après le générique? A tout de suite, je compte sur vous. Dans une énigme, nos candidats du jour vont s'intéresser à l'un des monuments médiévaux que Guillaume Farel aurait utilisé. Elle se trouve quelque part dans le centre-ville. Dans une autre énigme, nous nous intéresserons à l'environnement et à la nature en retrouvant un parc. Dans une autre aventure, nous nous intéresserons aux maisons historiques du centre-ville et les candidats vont devoir se prendre en photo devant 10 bâtiments. C'est la fameuse énigme des défis selfie et c'est la fameuse énigme de la route des vents. Mais pour commencer notre aventure, nos candidats vont s'intéresser à l'histoire de la ville en s'intéressant à l'un des plus beaux édifices de la ville. Vous êtes là, c'est vrai, je vous avais zappé. Oh là là, difficile. Eh ben regardez, on est beau ici. On est sur une magnifique place. Et regardez, si vous faites le tour, je pense que vous allez être content. Et oui, derrière moi se trouve la statue de Georges Cuvier. C'est lui qui est né à Montbéliard. Et vous allez le voir dans un instant avec la vidéo de présentation qui est Georges Cuvier réellement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tout de suite, on va retrouver nos candidats. Mais juste auparavant, je vous propose une petite vidéo de présentation. Et après, c'est parti pour un petit tour de footing. A tout de suite, je compte sur vous. Grande terre d'industrie au sein du poumon économique du Nord-Franche-Comté, l'agglomération du pays de Montbéliard s'illustre aujourd'hui par de grands noms. Peugeot, Sochaux et son club de football, ses inventeurs, ses savants. On oublierait presque que ce pays a une histoire et qu'il n'en est pas arrivé là tout à fait par hasard. Durant la préhistoire, le pays de Montbéliard n'est encore qu'une terre de passage entre le massif des Vosges et du Jura. Quelques chasseurs-cueilleurs trouvent refuge aux abris sous roches de Bavent ou ceux de Roche-d'Anne près de Pont-de-Roide. Une récente découverte témoigne de la présence d'une aristocratie locale 1000 ans avant Jésus-Christ. Le bois de Maté recelait sous terre un trésor caché dans un vase de céramique. Une centaine d'objets, une parure complète de bijoux ayant appartenu à une haute dignitaire de l'âge du bronze. Quelques siècles plus tard, ce sont sur les communes actuelles de Mandeur et de Maté que s'implante un sanctuaire gaulois et une agglomération qui portera le nom d'Epomendio du Rhum sous l'Empire romain. Établie sur la voie fluviale du Doubs, elle deviendra la deuxième ville romaine de Séquagnie après sa capitale Vésontio, l'actuelle Besançon. Nous sommes au 1er siècle de notre ère. Le sanctuaire accueille un théâtre d'une taille et d'une richesse décorative comparables aux monuments de Rome. Avec ses 142 mètres de diamètre, il est le deuxième plus grand théâtre de Gaule après celui d'Autun.
Le site archéologique de Mandeure-Mathey fait actuellement l'objet d'un vaste programme de recherche et réunit de nombreux laboratoires d'universités. La ville deviendra une place forte avec la construction d'une forteresse qui maintiendra sa puissance et son essor jusqu'au 5e siècle. La chute de l'Empire romain et l'arrivée du christianisme signent le déclin de l'agglomération et le site se perd peu à peu dans l'histoire. Cependant, on trouve les traces d'un autre développement urbain plus au nord. Au Moyen-Âge, un nouveau bourg émerge. Montbéliard est mentionné pour la première fois en 985. Il s'agit alors d'un oppidum fortifié, doté d'un château et d'une église sur un éperon rocheux dominant la confluence de deux vallées, l'Allan et la Lisaine. Puis un premier quartier se dessine autour du rocher. Au XIIe siècle, Montbéliard devient un comté dans la mouvance de l'Empire romain germanique. L'artisanat et le commerce se développent. Avec la charte de franchise, obtenue en 1283, les habitants s'affranchissent du pouvoir seigneurial. Ils régissent ainsi la ville avec un pouvoir municipal, dirigé par les représentants des 9 quartiers du bourg. On bâtit une halle, reconstruite au XVIe siècle, qui devient le cœur économique et administratif de la cité. En 1397, le pays de Montbéliard s'unit au comté germanique de Wurtemberg avec les fiançailles d'Henriette de Montfaucon à Eberhard IV. La domination wurtembergeoise va durer 400 ans. Dès le milieu du XVIe siècle, le protestantisme s'installe dans le pays de Montbéliard. Frédéric Ier de Wurtemberg impose finalement ce luthéranisme de langue française qui génère un important réseau d'écoles accueillant filles et garçons. Les pasteurs constituent une élite intellectuelle parmi laquelle on trouve des historiens, des botanistes. Frédéric de Wurtemberg confie à l'architecte allemand Heinrich Schickhardt l'urbanisation de la ville et la construction de nombreux édifices, dont le temple Saint-Martin, le plus ancien du culte réformé de France. Escalier à vis, façades à pignons ornées de volutes, tchafas, le caractère germanique de la cité s'affirme. Le travail de Schickhardt couvre également le bornage et la cartographie de la principauté de Montbéliard qui s'étend alors jusqu'à Clerval. Dans la région, le minerai de fer abonde. De nombreuses mines fournissent la forge de Chaget, puis celle d'Audincourt, dotée d'un haut fourneau en 1619. Celle-ci s'installe au bord du Doubs qui lui procure la force motrice et lui amène le bois de la montagne par flottage. Au XVIIIe siècle, des fermiers suisses viennent s'installer dans les campagnes pour réexploiter les terres de la principauté, laissées en friche par les guerres contre Louis XIV au XVIIe siècle. De confession anabaptiste, ces fermiers s'avèrent d'excellents éleveurs et ne tarderont pas à croiser différentes variétés de vaches locales pour créer la race montbéliarde. Non loin de la ville, une ferme portera le nom de Petite-Hollande, en référence au pays où leur religion est née. Avec une église luthérienne ouverte à la nouveauté et une population éduquée, l'esprit technique et scientifique se développe à l'image du Montbéliardais Georges Cuvier, père de la paléontologie moderne. Il s'intéressera aux méthodes d'observation des os fossiles en les comparant à ceux d'animaux actuels et reconstituera ainsi le squelette d'animaux préhistoriques. Il jouira d'une notoriété scientifique internationale et toujours actuelle. La domination wurtembergeoise s'achève. En 1793, la cité des princes est rattachée à la France sous l'impulsion d'une classe d'entrepreneurs soucieuse d'ouverture. Le marché devient national et l'industrie prend son essor. Esprit visionnaire, Frédéric Japy révolutionne la production horlogère. Le travail en atelier succède au travail à domicile. Avec les machines-outils, la production en série remplace bientôt la pièce unique. Au XIXe et XXe siècle, l'Empire Japy produira émailleries, pompes, moteurs et machines à écrire. Avec ses filatures, il emploiera sur le territoire jusqu'à 5000 ouvriers. C'est dans l'une de ses anciennes usines que l'entreprise Christelle fabrique aujourd'hui des articles de cuisine haut de gamme pour un marché international.
deux frères du nom de Peugeot convertissent leur moulin en fonderie pour y produire de l'acier. En 1824, un premier atelier à Hérimoncourt compte 30 employés. Puis d'autres usines voient le jour. Des outils et lames de scie aux machines à coudre, moulins à café, crinolines, bicyclettes. L'activité se diversifie. C'est avec Armand Peugeot, vers 1890, que la première voiture sort des ateliers. L'aventure du grand constructeur automobile est en marche. La compagnie des forges d'Audincourt s'est modernisée et utilise à présent le gaz de houille comme combustible. La production s'oriente vers la fabrication de tôles fines pour l'industrie électrique. En ce XXe siècle naissant, la prospérité économique du pays de Montbéliard a profondément marqué le paysage, créant un urbanisme spécifique, imbriquant zones urbaines et espaces naturels. Les grandes familles industrielles, attachées au développement continuel de leurs usines, pourvoient aux besoins sociaux d'une classe ouvrière toujours croissante et dont ils sont tributaires. Bien au-delà des cités ouvrières, le paternalisme industriel prend en charge de nombreux aspects de la vie de ses ouvriers. Santé, éducation, divertissement. C'est en visant une cohésion sociale et un corporatisme évident que l'entreprise Peugeot crée le premier club de football professionnel français en 1928 à Sochaux. Depuis l'arrivée de travailleurs de Haute-Saône, du Haut-Doubs, puis d'Alsace et de Lorraine, les églises catholiques apparaissent dans le paysage urbain. Certaines se distinguent par leurs matériaux et leur architecture, comme ici l'Immaculée Conception, l'église Saint-François d'Assise à Grand-Charmont ou l'église du Sacré-Cœur d'Audincourt, décorée de remarquables vitraux, signés entre autres par Fernand Léger. Mais la main-d'œuvre n'est toujours pas suffisante. De premières vagues d'immigration amènent des ouvriers italiens et polonais. Par la suite, d'autres communautés du Portugal, d'Espagne, de l'ex-Yougoslavie et du Maghreb conduiront à un important brassage de cultures. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le pays de Montbéliard est une terre de résistance active. Parmi d'autres, le sabotage des usines Peugeot réquisitionnées par les nazis est l'œuvre de nombreux résistants dont Auguste Bonal, un directeur de Peugeot, qui mourra en déportation et donnera son nom au stade de football à la Libération. Malgré une période d'occupation allemande très dure, Montbéliard est la première ville de France à sceller un jumelage franco-allemand avec Ludwigsburg en 1950. Chez Peugeot, les chaînes de montage se multiplient. Les cadences s'accélèrent et les parkings de voitures sorties d'usines se remplissent sur des hectares. Parallèlement, les grands ensembles s'élèvent. L'agglomération vit à l'heure de l'entreprise qui culminera à plus de 40 000 salariés en 1980. Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire, les communes du pays de Montbéliard se rassemblent dès 1959 en district urbain. Aujourd'hui, le territoire s'adapte aux nouvelles donnes de l'industrie et défend son développement par l'implantation d'universités, de pôles de recherche et d'ingénierie comme le Centre Numérica. De nombreuses plateformes d'études et d'expérimentation réunissent constructeurs automobiles, équipementiers et chercheurs qui travaillent à la conception du véhicule du futur. Ainsi, le site PSA de Sochaux est l'un des plus grands centres de recherche et développement automobile sur le territoire national. Le nouveau stade Bonal accueille jusqu'à 20 000 spectateurs. Desservie par la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, l'agglomération marque son entrée dans le XXIe siècle. Engagée dans la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, elle valorise son patrimoine fruitier. La Damascine, une maison à haute qualité environnementale, est ainsi dédiée aux vergers et aux paysages.
Souvent précurseur, le pays de Montbéliard continue d'être une terre de découverte et d'innovation technologique. Aujourd'hui, l'agglomération porte en elle la mémoire des hommes et des femmes qui l'ont construite. Ces empreintes sont inscrites dans le paysage et ne demandent qu'à livrer leur histoire. De nombreux sites et musées animent ce riche patrimoine et vous invitent à la découverte d'une aventure humaine hors du commun. Venez à la rencontre d'une terre d'accueil généreuse et inventive, ouverte sur l'Europe. Et c'est ici, quelque part dans le pays de Montbéliard agglomération, que ce soit dans les villages de Châtenois-les-Forges, Exincourt, Audincourt, Valentinier, Bétoncourt, Vougeaucourt, ou encore même Grand Charmont, Bavant, Valentinier, ou encore même Montbéliard et Sochaux, au pays de l'industrie et de la microtechnique, que les candidats de la carte au trésor vont devoir retrouver la rose des vents et le trésor. Pour remporter le trésor caché, les concurrents devront d'abord gagner la rose des vents. Une énigme toujours difficile à résoudre. Heureusement pour les aider, 3 épreuves pour obtenir 3 indices indispensables à leur recherche. Et c'est ainsi que se termine cette émission. Merci beaucoup à vous de votre fidélité dans cette saison 3, épisode numéro 6. Et nous étions où? Eh bien oui, nous étions du côté du pays de Montbéliard. Cette fois-ci, je me suis téléporté dans un autre endroit, toujours dans le même département, dans le Doubs. Mais où? Regardez. Alors, est-ce que vous allez trouver où je suis? Peut-être que oui, peut-être que non. Eh bien écoutez, je vous laisse un petit peu de répit parce que du coup, bonne Noël, on se retrouve demain pour cette aventure-là, ici, sur ce plateau, à 21h, toujours, dans votre épisode du Grand Jeu, saison 3, épisode numéro 7, cette fois-ci. Merci de nous avoir suivis dans cet épisode 6. Je vous souhaite une très belle soirée et la suite de vos programmes continue avec le 22h événementiel et le 23h Mobico. Je vous embrasse. Merci, salut. Mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 21h billet. Merci à vous.